L'Europe est dans une mauvaise combinaison. À chaque fois qu'elle a tenté de s'unifier, elle a été écrasée. Et cette fois ne fera pas exception. Ce matin, dans la matinale de Toxin, vous allez découvrir l'analyse inédite de Pierre-Antoine Plaquevent. Il montre que derrière les beaux discours sur la démocratie, le climat ou l'Europe unie, deux visions rivales de l'élite technocratique s'affrontent. Celle qui veut réduire la population et celle qui veut l'augmenter pour nourrir un capitalisme technologique total. Entre Bill Gates, Musk, Schwab, Davos, Bilderberg et les cercles fermés de l'OTAN et du CFR, ce sont des clans qui se disputent le contrôle de nos vies, de nos corps et bien même de notre avenir démographique. Pendant que le duopole USA-Chine se partage le monde, l'Europe est méthodiquement sacrifiée, réduite au rôle de colonie ou de champ de bataille, avec des dirigeants comme Macron transformés en simples exécutants d'un agenda qui les dépasse. Restez avec nous. Dans cette matinale, nous allons décrypter ces jeux de pouvoir, ces guerres d'influence et ce que cela signifie concrètement pour la France, l'UE et pour votre avenir. Pendant des décennies, toutes les institutions type Davos nous ont vendu le mythe de la surpopulation, des catastrophes écologiques. Bon, maintenant, c'est encore avec le réchauffement climatique, etc. Mais il faut savoir qu'au sein de la technocratie, il y a maintenant deux visions. La vision Elon Musk, Peter Thiel est différente de la vision je dirais Bill Gates d'avocratie, encore que Gates a été contraint là aussi de changer un petit peu son discours sur le réchauffement climatique, peut-être en lui mettant sur la tempe l'affaire Epstein, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a vraiment deux orientations. Il y avait cette orientation qui voulait vraiment réduire drastiquement la population mondiale jusqu'à même 1 milliard d'habitants. Et puis, il y a la vision maintenant plus civilisationniste qui se dit non, en fait, on a besoin, pour faire tenir notre modèle capitalistique, de maintenir une natalité plus forte et des bulles anthropologiques plus classiques, couplées malgré tout à la robotisation, même à la fusion au travers de Neuralink et autres de l'humain avec la machine, mais ça va être composite, c'est-à-dire en même temps un petit peu de tradition et en même temps cette espèce de futurisme. Ce qui est, là encore, moi je pense que parce que Monsieur Schwartz a bien montré l'aspect en fait familial de ces entités, c'est-à-dire qu'on donne une vision, un aspect qui serait universaliste à des entités qui sont en fait effectivement l'émanation des intérêts de grandes familles. Et ces grandes familles se lèguent au travers de l'histoire un héritage matériel, mais aussi un héritage, je dirais, politico-spirituel, et qui n'est pas forcément toujours le même. Et c'est pour ça qu'il y a des confrontations, on pourrait dire, au sein de cette strate à laquelle nous n'appartenons pas, en fait. Donc, ces gens-là peuvent se réunir, mais aussi se confronter pour le partage, tout simplement, du gâteau, et avec des visions qui peuvent différer sur certains aspects, et notamment en ce qui concerne la technocratie. Eh bien, l'héritage de Musk n'est pas exactement, au familial ou idéologique de Musk, n'est pas exactement le même qu'un Schwab, etc. Mais effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est de même que le fils Schwab est marié à une chinoise et voilà, est proche de la Chine, etc. Et ça là-dessus, pardon Pierre-Antoine Plaquevent, sur la Chine et cette proximité, cette filiale entre guillemets de Davos en Chine. Oui, Schwab a même été décoré par le Parti communiste chinois il y a quelques années. C'est quoi cette alliance? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle est le nom? C'est logique, vu qu'on va vers un monde, un duopole entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu les deux piliers principaux du système monde. Les États-Unis sont chargés, en quelque sorte, de gérer la zone thalassocratique, la puissance qui domine l'océan mondial, et la Chine, au travers des nouvelles routes de la soie, d'avoir une influence sur l'Eurasie, donc sur le continent monde. Mais on se dit que idéologiquement ça tient pas là. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment idéologiquement ça tient entre le communisme? Oui, voilà. Mais la Chine n'est pas communiste au sens, la Chine est moins communiste justement, peut-être que les institutions type onusienne, ou en tout cas il peut y avoir une convergence. Mais ce qui a toujours fasciné les mondialistes occidentaux avec la Chine et globalement avec l'Orient, c'est la capacité
on pourrait dire, de contrôler la de créer des population. systèmes quasi totalitaires où l'individu n'a pas vraiment sa place. C'est un petit peu ça qui les fascine. Et puis après, il y a tout simplement leurs intérêts, le fait, comment dire, que ce sont maintenant des puissances incontournables. Et effectivement, en fait, les intérêts, si vous voulez, il y a différentes. On ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'a pas différents outils. Et en fait, de voir les différentes strates qui se superposent les unes aux autres. Il y a la strate politique, il y a la strate géopolitique, puis la strate métapolitique des idées. Et il y a vraiment aussi, voilà, à un niveau où nous ne voyons que ce qui nous est montré, c'est effectivement ce que ces grandes fortunes vont faire entre elles. Mais pour autant, pour moi, les affrontements existent réellement en ce qui concerne deux choses, c'est-à-dire quelle sera la forme future de l'ordre international et puis les intérêts divergents. Et je dirais que là où c'est très mal parti, c'est pour les Européens. Parce que si vous avez maintenant des sortes d'États-continents autoritaires qui se constituent, eh bien là, il y a vraiment un affrontement entre Eurasie et Occident, c'est-à-dire États-Unis, pour avoir pour pousser, on dirait, leurs frontières au plus loin chez l'adversaire. Et la partie qui est écrasée, en quelque sorte, c'est l'Europe, entre la montée de cette puissance trumpienne et de cette Eurasie politique. Ça aussi, l'enjeu avec ce qui se passe au Venezuela, par exemple, c'est de couper le principal partenaire de la Chine et de la Russie et même de l'Iran dans la sphère d'influence nord-américaine. Et en fait, il y a vraiment cette volonté d'essayer de contenir la Chine en Eurasie. Et après, peut-être d'organiser un partage du monde. Donc, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on s'affronte et on traite ensemble. Oui. C'est cela la logique. Et une dernière chose, c'est que je pense aussi que le focus est fait sur par exemple, le forum de Davos, mais on ne nous parle pas de par exemple, la réunion complètement à huis clos du club Bilderberg qui a lieu tous les ans avec, pareil, des décideurs triés sur le volet, et rien ne filtre, quasiment rien ne filtre de la réunion du club Bilderberg, ou bien la réunion chaque année dans une grande capitale européenne de l'European Council on Foreign Relations qui réunit 300 à 350 décideurs, là encore, politico-financiers du monde militaire européen, et qui est une institution qui a été fondée sous l'impulsion de Soros lui-même. Et ça, par exemple, vous n'entendez aucun reportage là-dessus, parce que je pense que le focus est donné là-dessus, sur le forum de Davos. Voilà, enfin, je pense, parce que il y a aussi, par exemple, ce qui se passe à Bilderberg ne filtre quasiment pas, enfin, dans le cadre de Bilderberg. Ce que vous voulez dire, tout ça, c'est une mise en scène à lire avec plusieurs degrés de compréhension. Oui, voilà, mais c'est pas complètement, c'est pas une mise en scène complète, c'est-à-dire qu'il se passe vraiment des choses, même en coulisses, etc. Mais ce qui nous est donné à voir, forcément, on met l'éclairage sur quelque chose et on ne montre pas le reste. Après, et je suis persuadé, moi, si on doit parler aussi de collusion, là, ce que disait Monsieur Schwartz sur l'aspect de la Nouvelle-Calédonie, etc., je suis persuadé que Macron, c'est le punching ball rêvé et il est Young Global Leader, etc. Enfin, il est là pour démanteler, je veux dire, la présence française dans le Pacifique, etc. Enfin, tout ça, ça doit dégager, quoi. Le projet Macron, c'est justement le super-État européen, tenter de faire le super-État européen et dissoudre la France à l'intérieur. Et ce super-État européen ne sera pas rival des États-Unis. Il le sera peut-être en apparence dans les discours, mais ça sera, dans la balance, je dirais, atlantique, l'Europe doit toujours rester en dessous. Donc il fallait assez d'Europe pour étouffer les États-nations quand c'était nécessaire, et maintenant il faut moins d'Europe. Si l'Europe devient problématique pour les États-Unis, eh bien il faudra faire descendre un peu ça. Alors on organise, par exemple, on envoie 15 militaires au Groenland, les militaires allemands sont allés au Groenland, certains sont déjà repartis. Bon, voilà, enfin, tout ça, c'est un petit peu de la mise en scène, parce que les patrons
dans la reconfiguration, ça reste les États-Unis. Et à chaque affrontement, je dirais, global, dans les siècles passés, quand vous avez au 19e siècle avec Napoléon, puis au 20e siècle avec Hitler, en quelque sorte, à chaque fois que l'Europe a tenté une unification continentale, elle s'est retrouvée écrasée entre la puissance thalassocratique et la puissance tellurocratique. Donc c'est un petit peu ça le programme, et ça prendra une forme adaptée à notre temps. Et je pense que c'est vers ça qu'on va. Donc c'est pour l'Europe, c'est problématique toute la configuration qui se met en place. Oui, ça c'est le mot de la fin à retenir. L'Europe est dans une mauvaise combinaison.